C'est l'heure des informations sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité institués pour encourager la réflexion mondiale sur les dynamiques de la population, la Journée mondiale de la population est célébrée chaque 11 juillet à la veille de l'édition 2025. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement, a adressé un message à la nation béninoise. L'ARAC célèbre ses 30 ans d'engagement en faveur de la liberté et de la régulation de la presse béninoise. À cette occasion, Agapit Napoléon Maforican partage ses impressions. Vous l'écoutez dans un instant. Et puis, hors du Bénin, au Mali, le général Assimi Goïta, à la tête de la junte, a franchi une nouvelle étape dans la consolidation de son autorité en promulguant une loi qui lui accorde un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable. Célébrée le 11 juillet de chaque année, la Journée mondiale de la population est une occasion pour les nations du monde de réfléchir aux défis liés à la croissance démographique. Instituée par le Programme des Nations Unies pour le développement en 1989, à la veille de l'édition 2025, le ministre béninois en charge du développement et de la coordination, Abdoulaye Biotchane, a délivré un message à l'endroit du peuple béninois. Suivant un extrait de ses propos. Nous célébrons cette année, comme tous les ans depuis un certain nombre d'années maintenant, la Journée mondiale de la population. C'est une étape importante pour nous au cours de l'année de nous arrêter pour réfléchir sur l'évolution de la population chez nous et dans le reste du monde, bien sûr. C'est un exercice auquel on a été habitué depuis 1990. En effet, déjà en 1987, on avait constaté que le monde, qui avait atteint une population de 5 milliards d'habitants, commençait par être confronté au défi justement de l'évolution de cette population. Le Bénin était à cette époque-là autour de 4 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 13 millions d'habitants et vous pouvez donc vous imaginer tous les problèmes qui sont liés à cette évolution de la population. Donc, cette célébration est l'occasion pour nous de nous arrêter un moment, de réfléchir sur ces problématiques et de sensibiliser tous nos concitoyens sur les défis qui sont liés à cette évolution de la population, qu'ils soient liés à l'éducation, qu'ils soient liés à la santé, qu'ils soient liés aux opportunités d'emploi qui peuvent être offertes aux jeunes notamment. Voilà l'objet de cette journée-là. Alors tous les ans, il y a la Journée mondiale de la population célébrée autour d'un thème particulier. Et cette année, le thème est précis, c'est permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir. Et vous vous rendez bien compte quand vous pensez à notre pays, à tous les jeunes, et ils sont très nombreux, presque 70% de notre population est constituée de jeunes, et la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui ont plus de 18-19 ans, pensent effectivement déjà à fonder une famille. En tout cas, leur rêve, à court, à moyen terme, est de fonder une famille. Et notre obligation à nous, au niveau du gouvernement, c'est de créer les conditions justement pour que ces jeunes puissent aspirer, puissent réaliser leurs rêves. C'est donc autour de cela que cette année, nous allons réfléchir avec tous ceux qui sont intéressés par l'évolution de la population. Alors cette année, nous allons faire ce que nous avons fait à Savet, à Parakou, à Ouida. Chaque année, nous choisissons une ville de notre pays pour y célébrer. Nous irons cette année à Waké, dans la Donga, pour célébrer avec nos compatriotes de ce département de la Donga la population, son évolution, les enjeux, les défis qui sont là.
et développer un certain nombre d'activités autour de cela, sensibiliser les uns et les autres sur ces enjeux, ces défis, et amener les responsables politiques et administratifs de ces communes, de ce département à réfléchir un peu plus sur cela. La Donga est effectivement un des départements de notre pays où le défi de l'évolution de la population est le plus élevé. Donc, nous avons déjà cette semaine une réunion de la conférence administrative départementale qui a eu lieu. C'est une conférence extraordinaire qui est dédiée exclusivement aux questions de population. Nous avons eu à Waké aussi la réunion du conseil communal, extraordinaire aussi, pour réfléchir sur cela. Et d'autres activités communautaires sont développées par le ministère du Développement pour sensibiliser les uns les autres, donner aussi des moyens d'autonomisation à certaines parties de la population, notamment les femmes et les jeunes. Les rideaux sont tombés sur le colloque international du 30e anniversaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'événement a réuni à Cotonou régulateurs africains, journalistes, experts du numérique, représentants de plateformes, autorités électorales et membres de la société civile. Quelques propos dans cet élément. Le prestige d'un homme, c'est par exemple le nombre de voitures garées devant sa maison le jour du baptême de son enfant ou de son mariage. C'est vous dire combien votre présence massive nous a honorés. Et ce n'est pas que des mots. C'est un joli cadeau pour nos noces de perles. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, au bout de 30 ans, est devenue, au-delà de ce que les contenus de certaines communications passées ont de militants, mais nous avons voulu laisser ça, est une institution qui a les moyens de ses actions, est une institution très puissante. C'est elle qui propose la nomination des responsables des services publics au Bénin. C'est elle qui donne les cadres de presse. C'est elle qui autorise les médias. Même en ligne chez nous, vous n'avez même pas besoin de savoir. La radio de Bénin n'a pas besoin de savoir combien de membres vous avez de followers. Si nous jugeons que c'est un média, nous vous régulons et nous vous coupons. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et quand la autorité du Bénin vous arrête, vous n'avez même pas le choix. Parce que nous travaillons en collaboration avec l'ARCEP, avec les GSM, sinon vous allez perdre votre numéro de téléphone même et votre connexion. Là, du Bénin est une institution vraiment, nous ne voulons pas l'être, mais ils vont vous le dire, très redoutable et redoutée, mais ce n'est pas le but. Mais nous sommes pleinement conscients que l'IA n'a pas de cadre de presse. Et c'est une nouvelle réalité. Ce n'est pas les solutions qui sont les plus importantes, mais les bonnes questions. Et je crois que durant ces 2 jours, nous nous sommes posés, grâce à vous, les bonnes questions. Et nous avons beaucoup de solutions, croyez-moi. Nous avons compris tous le problème, et c'est le plus important. Chacun trouvera ses solutions. Mais le plus important, c'est que nous avons posé ici à Cotonou les bonnes questions. Et c'est pourquoi je me réjouis vraiment de ces assises. Ce n'est pas une formule. Je crois sincèrement, moi je crois sincèrement avec mes équipes que c'est un grand succès. Et c'est votre succès. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire. Et encore une fois, je vous dis merci, merci et merci. À Cotonou, nous avons été véritablement chez nous. Pendant donc ces 2 jours, nous avons ensemble eu à débattre du développement de la technologie avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui impacte sur la production médiatique et par ricochet sur notre travail de régulation, particulièrement en période électorale. Une régulation appelée désormais à s'adapter et à se mettre à l'école du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est donc ici le lieu pour nous, membres de l'espace RIARC,
de mutualiser nos expériences et bonnes pratiques, d'encourager la création de conditions de partenariat entre nos institutions de régulation et les institutions de recherche pour faire de nos chercheurs des véritables acteurs de production d'outils adaptés à la régulation de l'information et de la communication dans un contexte de développement fulgurant de la technologie et intégrant nos spécificités culturelles et linguistiques. Le RIARC, cadre institutionnel de partage et de coopération entre les différents membres, nous a donc offert un cadre idéal de discussion et d'échange dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action biennal 2024-2026. Je voudrais parler de ce colloque qui vient de nous accueillir donc ici à Cotonou. Et donc l'organisation a coïncidé avec le 30e anniversaire de la HAC, à qui je souhaite une nouvelle fois joyeux anniversaire. L'actualité, c'est aussi les 30 ans d'existence de la RAC. Depuis 1994, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'équilibre entre liberté de la presse et responsabilité sociale. À l'occasion de cet anniversaire, Agapite Napoléon Maforican revient sur ce parcours fait de défis de réforme, mais aussi d'adaptation à un monde médiatique en perpétuelle évolution. Suivons-le. 30 ans d'existence de la RAC, c'est 30 ans de régulation des médias au Bénin et 30 années d'expériences diverses, de péripéties, de décisions, pas toujours bien comprises des professionnels des médias, mais 30 années d'une présence remarquée sur la scène dans la mission de préservation de la liberté de la presse et de la communication, au même moment du respect de l'éthique et de la déontologie, au même moment de l'accès équitable aux médias et des services publics. Pendant longtemps, les organes eux-mêmes font leur carte. Mais un incident de 1998, au 1er août, a amené la HAC à prendre la mesure, puisque la Cour constitutionnelle saisie a estimé que la carte de presse n'a de valeur que celle délivrée par la HAC. C'était une décision de 1998. L'une des grandes décisions de la HAC, c'est d'abord la démonopolisation des ondes avec la loi de 97-010. Il y a eu les premières radios et télévisions privées, ça n'existait quand même pas. Aujourd'hui, tout paraît tellement normal, mais imaginez quand même qu'en 1994, quand la HAC s'installait, il n'y avait pas de radio et de télévision privée. Et qu'il a fallu un forcing de Soumano par rapport à Golf, un forcing de l'AIND par rapport à LC2, qui ont permis, en 1997, cette loi. Nous-mêmes, association, nous avons fait de notre mieux pour que la loi de 1997 arrive. Aujourd'hui, on a des médias en ligne. C'est quand même là qu'il y a l'avènement de code de l'information, la loi 2015-07 du 20 mars 2015, portant code de l'information de la communication en République du Bénin, donc qui a ramassé un certain nombre de prérogatives de la HAC qui était dans la loi organique de 92 avec le code de déontologie et a permis à la HAC donc de réguler aujourd'hui les médias en ligne, d'abord de les autoriser et de gérer leur existence. Moi, j'ai appartenu à la 3e mandature, 2004-2009. Et pendant ce temps, nous avions pris ces mesures-là, comme les auditions publiques, c'était sous ma mandature. Les décisions qui limitent la publicité sur les médicaments. On a commencé et la 4e mandature a continué. Les états généraux de 2002, c'est grâce à la HAC, c'est ensemble avec la HAC et le ministère de la Communication. C'est ensemble qu'on a acheté la maison des médias qui a Bedjo Mende, Thomas Meyansan. C'est la HAC qui a baptisé, ensemble avec les associations professionnelles, cette maison de nom de Thomas Meyansan, un de nos aînés, un de nos doyens qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Donc voilà, il y a une pléthore quand même, une pléiade de décisions, de mesures, parfois acceptées, parfois contestées, mais bon, mais l'un dans l'autre, la HAC existe et se fait son chemin sur l'échiquier des institutions de la République. Le majeur, c'est un monde en constante mutation. Le discours de la vice-présidente de la République est un discours complet. Je pense que le programme prochain de la HAC se tient dans le discours de la vice-présidente. C'est-à-dire, l'essentiel est dit. Nous parlons du numérique aujourd'hui. Avant, on parlait des infos de la communication. Aujourd'hui, on parle du numérique. On a parlé des 20 ans de la société de l'information il n'y a pas longtemps. Et tout ça est déjà dépassé. Nous parlons de l'intelligence artificielle. On ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, ce dont nous allons parler. Donc, c'est dit que le défi de la HAC, c'est d'être en constante mutation, c'est de se préparer
à mieux gérer, disons, ces mutations-là, dans la mesure où le trop laissé faire croire qu'elle ne fait rien, et le trop gendarme embrigade la profession. Continuer constamment à trouver le modus vivendi, le milieu, le juste milieu, pour faire en sorte que chaque citoyen, qu'il soit béninois ou pas, se retrouve dans l'expression libre de sa pensée et dans la réception libre de l'information. Donc, la liberté de l'un, c'est là où commence celle de l'autre, trouver en sorte que chacun puisse mieux s'exprimer, mais en respectant aussi l'autre. Et s'il faut sévir, la ne doit pas hésiter à sévir. Dans 10 ans, on parlera d'autres mutations. Dans 50 ans, on parlera d'autres mutations. Les hommes changent, mais les institutions vont rester. C'est d'être toujours là pour être utile au temps et aux hommes. Passons maintenant à une autre information. L'association CEA était ce jeudi à l'orphelinat La Bergerie de Dieu de Tokan, dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a fait don de vivres et de fournitures aux enfants du centre. Le reportage. Des sacs de riz, de maïs, des bidons d'huile, des fournitures scolaires, c'est le don fait ce jeudi 10 juillet par l'association CEA aux orphelins du centre La Bergerie de Dieu de Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Cet acte de générosité est l'expression du cœur d'amour et de partage dont fait preuve cette agence de publicité d'annonce vis-à-vis des nécessiteux. Ici, c'est l'association CEA. On est venu à la Bergerie de Dieu, l'orphelinat Bergerie de Dieu, aujourd'hui avec mes compagnons. Et on est venu avec des cadeaux pour les enfants. Ces enfants, vous-même, vous le savez qu'ils n'ont personne. Donc la CEA a pris cette décision d'aider ces enfants-là. Ce n'est pas ici seul que nous voulons le faire. Nous allons passer dans plusieurs centres d'orphelinat. Le sigle CEA, c'est un mot en anglais. Le C, c'est Campbell. Et le E, c'est Ewald. Et le A, c'est Advertis. En français, c'est une agence de publicité et d'annonce. Instant de joie et de convivialité, les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude aux donateurs à travers des chants et danses. Au-delà de l'expression corporelle, les mots leur manquent pour dire leur gratitude. Par ma voix, nous vous disons infiniment merci pour ce geste d'amour fait à notre égard. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous le rende ressenti, qui vous donne la paix, la prospérité, l'amour. À 3, j'invite mes frères et sœurs, nous allons vous faire un band d'amour. 1, 2, 3. Mes impressions sont de joie. Nous avons passé par ce canal et remercier beaucoup pour ce don qu'ils ont fait au regard des enfants. Et tout nos bonheurs est qu'ils reviennent sentiment avec beaucoup de choses pour les enfants. À ma présence, ce n'est pas nous qui les promettons, c'est les enfants qui les promettent vraiment de faire bon usage de tout ce qu'ils ont amené et de faire preuve de sagesse, surtout compte tenu des fournitures scolaires qu'ils nous ont apportées. L'orphelinat, la Bergerie de Dieu ne vit que des dons. Et si ces enfants sont là, c'est grâce à eux, qui sont aussi des partenaires déjà, qui sont aussi des donateurs qui ont fait part à l'existence de ces enfants. Et que les dons que tous les donateurs font, c'est ça qui nous permet de faire nourrir les enfants, de faire suivre les enfants, de les divertir comme il le fait. À noter que la CEA est une société internationale de publicité vidéo connue pour ses services de promotion publicitaire créatifs et efficaces. L'activité de l'entreprise est repartie dans les principaux centres d'affaires du monde entier, réunissant des talents internationaux issus de différents horizons culturels et s'engage à fournir des services de marketing et de communication de marques riches et diversifiés. L'association est disponible à accueillir des membres intéressés par ses actions. En interactualité, le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, a promulgué le mardi 8 juillet la loi portant révision de la charte de la transition adoptée le 3 juillet dernier par le Conseil national de transition.
Cette révision marque un tournant majeur dans la gouvernance malienne en consacrant un mandat présidentiel de durée illimitée. Le reportage. Alors que l'organe législatif malien nommé par l'armée a adopté le projet de loi sur un mandat présidentiel illimité la semaine dernière, le général Assimi Goïta a officiellement approuvé cette mesure. Le chef des militaires au pouvoir du Mali s'octroie ainsi un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable autant de fois que nécessaire et sans élection. La loi signée par Assimi Goïta mardi est rendue publique jeudi, lui donnant donc la permission de diriger le pays d'Afrique de l'Ouest jusqu'en 2030 au moins, dans l'ignorance totale de l'engagement initial du gouvernement militaire de revenir à un régime civil en mars 2024. Mais les militaires sont finalement revenus sur leur promesse de céder le pouvoir à des civils élus dans les délais impartis. Au début de l'année, une consultation nationale boycottée par la plupart des groupes politiques et dirigée par les militaires au pouvoir a recommandé cette mesure, proclamant Assimi Goïta président sans vote pour un mandat renouvelable de 5 ans. Au Cameroun, de divergences apparaissent au sein du pouvoir camerounais, dirigé de main de fer par Paul Biya depuis plus de 42 ans, alors que le président camerounais demeure silencieux au sujet de son éventuelle candidature à la présidentielle d'octobre. Ces lieutenants n'affichent pas l'unité. Au sein du RDPC, on peine à afficher une ligne de communication commune sur le sujet suivant. Au Cameroun, c'est un malaise qui secoue le parti au pouvoir depuis quelques semaines. Des ministres et cadres du parti affichent désormais leur dissension sur une éventuelle candidature du président Paul Biya pour les élections d'octobre prochain. Si certains considèrent cela comme une tactique de diversion, pour les habitants de la capitale, le pays n'est plus gouverné. Je pense que cela peut relever d'une tactique politique au sein du RDPC qui aujourd'hui est en ballottage défavorable. Cette bataille démontre à suffire qu'on pourrait dire que le pays n'est pas gouverné parce qu'il n'y a pas de patron pour taper la main sur la table. Le mutisme de la République est en train d'occasionner tous ces désordres. Une situation inédite que ce parti n'a jamais connue depuis sa création qui, selon les analystes politiques, embarrasse les militants et pose le problème de légitimité du RDPC. On a le ministre Sadi, par exemple, qui ne sait pas trop quoi dire. On a le ministre Jean-Famé Ndongo qui essaie de rassurer. Mais en réalité, les Camerounais ne sont pas dupes par rapport à ça. Et mieux encore, les militants de leur propre parti ne savent pas à quel sens se vouer. Et ce qui est de plus dangereux dans ce genre de situation, c'est que tout repose sur un seul homme. Et on est à même de se demander, quand on est dans ce genre de situation, est-ce que ce genre de parti a encore la légitimité de parler au nom du peuple? Puisque à leur propre sein, ils sont dans l'incapacité de pouvoir s'entendre et parler d'une même voix. Pour l'analyste politique Landry Atangana, il est clair que le parti au pouvoir est désormais au bord de l'implosion au Cameroun, car les ténors ont démontré leurs limites et leur incapacité à préparer la relève. La cacophonie qu'on ressent au niveau de la maison RDPC ces derniers temps peut être comprise sur 3 éléments. Le premier élément est l'absence d'une ligne claire. Le deuxième est l'absence d'une relève assumée. Et la troisième est la peur d'une vacance au sommet. Il ne s'agit plus d'une dissidence cachée, mais d'une fracture assumée au sein du RDPC. Pour l'expert, la transition est désormais inévitable dès octobre prochain. Les voix qui se taisaient avant sont de plus en plus en train de parler au sein du parti. Et on est face à on est passé d'une dissidence cachée à une fracture assumée. Les partis d'opposition, les anciens qui étaient dans l'alliance hier, ont décidé de reconfigurer la scène politique au Cameroun. On est actuellement dans une situation où on a une transition, qu'on le veuille ou pas, au sein du pays. Pour les observateurs, la rupture des alliés historiques du RDPC et cette situation devrait donner à l'opposition l'ultime chance de sortir le Cameroun de 43 ans de règne sans partage du parti au pouvoir en octobre prochain. Aux États-Unis, les recherches continuent dans le centre du Texas après les inondations historiques survenues le week-end dernier qui ont fait plus de 100 morts. Près de 166 personnes sont toujours disparues, selon le gouverneur qui a averti que le chiffre pourrait augmenter. Le reportage.
Au Texas, le bilan des inondations dévastatrices survenues le 4 juillet continue de s'alourdir. Selon les autorités, au moins 121 personnes ont perdu la vie, dont 96 dans le comté de Kerr, l'un des plus durement touchés. Les recherches menées par plus de 2000 secouristes, appuyés par des drones et des hélicoptères, se poursuivent sans relâche pour retrouver les 166 disparus. Parmi les victimes, 27 enfants et moniteurs d'un camp chrétien centenaire, surpris en pleine nuit par la montée brutale de la rivière Guadeloupe. En moins de 45 minutes, le niveau de l'eau a grimpé de plus de 8 mètres. Porté par des pluies torrentielles atteignant jusqu'à 300 mm par heure, l'équivalent d'un tiers des précipitations annuelles. La liste des victimes pourrait malheureusement encore s'allonger, a prévenu le gouverneur Greg Abbott, appelant à la vigilance. Avec un tel bilan, ces inondations sont désormais les plus meurtrières aux États-Unis depuis 1976. Face à l'ampleur du drame, le président Donald Trump se rendra sur place pour rencontrer les familles endeuillées et les forces mobilisées dans cette opération d'urgence nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.